Sur le marathon, contrairement à un trail, on se met un objectif de temps. C'est ce qui est compliqué. Sur un trail, on se dit il faut qu'on finisse. Sur un marathon, je me donne un objectif de temps. Donc, je savais qu'il fallait que je sois à une allure de 5 minutes 30 au kilomètre régulière. Donc, c'était quand même ambitieux. J'ai commencé à me sentir pas bien, on va dire à peu près au 25e. Il faisait très très chaud et là, j'ai commencé à avoir des problèmes de vomissement, donc à ne plus pouvoir m'hydrater. C'était très très compliqué et bon, après je suis passée à 6 minutes au kilomètre, 7 minutes et là en plus je pense qu'à un moment j'ai lâché psychologiquement parce que je voyais que comme j'avais mis la pression sur le temps, je voyais que je m'éloignais de mon objectif de 4 heures. Donc je pense qu'il y a eu aussi le mental qui a un peu lâché à un moment donné. Mais malgré tout, je voulais pas lâcher parce que voilà, je suis aussi très persévérante et je me disais que c'était pas possible de m'être entraînée 3 mois à 4 fois par semaine pour pas finir. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Après le florilège d'athlètes élites mis à l'honneur ces derniers jours à l'occasion de l'UTMB, Course Épique tend à nouveau le micro à une coureuse amatrice passionnée en la personne de Magali Blanchet. Comme bon nombre de coureuses et coureurs, Magali s'attache au quotidien à trouver le juste équilibre entre un travail prenant et à responsabilité chez Harmonie Mutuelle, son accomplissement dans son rôle de mère avec ses 3 enfants désormais grands, et la place à préserver à tout prix dans ce quotidien intense pour sa passion pour la course à pied. Une équation pas toujours très facile à résoudre. Au-delà de ses seules vertus physiques, la course à pied a également joué un rôle essentiel dans la vie de Magali pour l'aider à se reconstruire après qu'on lui ait diagnostiqué un cancer du sein en 2010 et qu'elle se soit séparée de son mari cette même année. Magali va partager avec nous dans cet épisode son parcours de vie et plus particulièrement son marathon de Tours, une course sur laquelle elle a malheureusement été prise de vomissements et victime de problèmes d'hydratation. Mais comme elle l'a toujours fait dans sa vie, Magali va faire preuve d'une grande ténacité pour réussir à atteindre à tout prix l'objectif qu'elle s'est fixé en tentant de transformer comme elle aime à le faire chaque nouvelle difficulté en une opportunité. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Magali, j'espère que vous en aurez tout autant à écouter nos échanges. Mais je ne vous en dis pas plus. Magali va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, à mots couverts. Bonjour Magali, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Bonjour Guillaume, ravi également. Nous allons évoquer aujourd'hui une course épique à double détente à l'occasion du marathon de Tours et également du marathon de Lyon. Nous enregistrons donc aujourd'hui cet épisode à la fin du mois de juillet. Est-ce que ton message d'absence est déjà programmé, la crème solaire bien en place dans ta valise, ou est-ce que tu dois encore prendre un peu ton mal en patience avant, je te le souhaite, de profiter de réjouissantes vacances ? Alors le message d'absence n'est pas encore programmé, mais il sera effectif demain soir, puisque j'ai la chance de partir en congé demain soir. On touche au but. Voilà, je suis ravie et voilà, pour une pause estivale nécessaire et qui va me faire le plus grand bien. Tu seras finisher de ta saison de travail comme il faut, tu vas franchir la ligne d'arrivée. C'est ça. À peu près en forme. C'est ça. Magali, avant qu'on évoque plus particulièrement ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs en quelques mots ? Qui es-tu ? Oui, donc moi je suis donc Magali, j'ai 55 ans. Je suis directrice régionale Harmonie Mutuelle pour la région, la magnifique région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, j'ai commencé mon parcours chez Harmonie Mutualité il y a une 15aine d'années. Un parcours assez atypique puisque j'ai débuté au sein d'Harmonie Mutualité en tant qu'assistante de direction. Et voilà, au fil des années, j'ai pu évoluer sur différentes fonctions. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une région depuis avril 2021. Une belle région. Une très belle région, la première... Qui souffre en ce moment, à un moment on enregistre avec les incendies, on en parlait juste avant. Première région touristique de France, oui. Magnifique région. Et c'est vrai que malheureusement, victime des incendies, c'est un vrai désastre écologique. Voilà, ça a l'air de se calmer un peu, mais c'est vrai que ça fait mal au cœur. Tu es également une maman heureuse et épanouie ?
Ouais, j'ai la chance d'être la maman de 3 magnifiques enfants, donc qui ont entre 30 et 20 ans. Et voilà. Ils ont quitté le nid familial, fierté. ça y est ? Voilà, ils ont quitté le nid familial. Ils sont répartis entre Paris, Barcelone et Tours, donc Bordeaux. J'habite Bordeaux, donc Bordeaux, c'est au milieu, c'est parfait. Ça me permet de profiter assez régulièrement de toute ma petite famille qui se retrouve à Bordeaux. Magali, on va remonter un petit peu dans le temps. Est-ce que tu pourrais nous parler de la place que tenait le sport dans tes jeunes années ? Est-ce que tu as baigné dans un environnement qui était très ouvert sur le sport et qui était particulièrement porté vers ça ? Alors non, pas du tout. J'étais vraiment pas sportive. Alors j'ai toujours pratiqué un peu de sport, gymnastique, mais voilà, plus pour m'entretenir, on va dire. J'avais pas de don particulier, de don de sportive particulier. Et puis à un moment donné, alors après j'ai eu des enfants, donc c'était très compliqué. Je travaillais, j'avais des enfants, j'avais plus de temps pour moi, et donc à un moment donné, en 2004 exactement, avec une amie, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on se bouge, et donc on a commencé à courir toutes les deux. Alors, c'était les blabla run au début, j'appelle ça les blabla run. Hein. On partait un quart d'heure, une demi-heure, et on discutait tranquille. Voilà, c'était des bons moments. Puis, on s'est pris au jeu. On a fait 1 fois par semaine, puis 2 fois. Et puis, donc ça, c'était en 2004. En 2006, en fait, j'ai déménagé dans une autre région. Et là, je me suis retrouvée à Tours sans mon ami. Je connaissais plus personne. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'inscrive à un club d'athlétisme pour continuer à courir, en fait, à me motiver. Ce que j'ai fait, et ça a été, on va dire, le déclic. Et là, j'ai commencé vraiment à courir beaucoup plus régulièrement. Et maintenant, ça fait complètement partie de ma vie. Voilà, on le disait tout à l'heure, dès que j'arrête de courir, j'ai même des signaux physiques qui me disent qu'il faut que j'aille courir. C'était quoi les principaux bénéfices que tu voyais à courir ? C'était quoi l'impact très concret pour toi ? Alors déjà, il y a le bénéfice physique. Moi, je suis assez épicurienne, donc j'aime bien manger, j'aime bien aussi le bon vin, et donc je veux faire attention à ma ligne. Donc ça me permet aussi de me maintenir en bonne forme physique. Le bienfait mental, pour moi, c'est vraiment... ça fait partie de mon équilibre. Aller courir, ça me procure un bien fou. Voilà. Même quand je suis stressée, je vais parcourir 1 heure, je reviens, ça va beaucoup mieux. Et puis aussi, ça a des bénéfices au niveau du lien social, puisque alors, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Et donc encore récemment là, on est arrivé à Bordeaux, ça fait à peine 2 ans qu'on est à Bordeaux. On est arrivé, on connaissait personne. Bon, quand on n'est qu'un cas, c'est plus compliqué de se faire des amis parce qu'on n'a plus les enfants qui vont à l'école. Donc voilà, donc on s'est inscrit dans un club d'athlétisme. On a rencontré plein de gens qui partagent la même passion. Et donc, très rapidement, on noue des amitiés, on va faire des week-ends, on va faire des trails. Voilà. Donc, il y a vraiment ces 3 dimensions, bien-être physique, mental et social. Et ça répond complètement à la définition de la santé par l'OMS, d'ailleurs. Donc voilà, tout est dit. Est-ce que tu soupçonnais que tu aimerais autant la course à pied, puisqu'elle est venue à toi plus ou moins par hasard ? Est-ce que tu pensais que tu t'attacherais autant et que tu te challengerais autant aussi avec la course à pied ? Non, pas du tout. Franchement, je pensais pas du tout que j'aimerais. Alors j'avoue qu'au début, c'était compliqué. Hein. Je courais un quart d'heure, je revenais, j'étais épuisée. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est aussi dans la régularité qu'on progresse. Et puis moi, j'aime bien me challenger. Et donc je trouve qu'avec la course à pied... on se fixe des objectifs et puis après, quand on atteint l'objectif, on a toujours l'envie de faire mieux. Donc je pense que c'est ce qui me motive vraiment dans la course à pied, c'est de me dire que voilà, j'ai passé une étape et je me fixe un objectif un peu supérieur sur la prochaine étape. Donc voilà, puis c'est aussi le bonheur que ça procure. Alors dans l'entraînement, ça fait du bien, voilà, physiquement, mentalement, mais de faire des courses. Moi, j'adore parce que voilà, il y a déjà le côté émulation en amont et puis voilà, franchir la ligne d'arrivée, c'est toujours beaucoup de plaisir, une grande fierté. Donc voilà, c'est vrai que je ne soupçonnais pas, mais finalement, c'est devenu un indispensable pour moi. J'espère que je pourrai courir le plus longtemps possible. Parfois, j'y pense et je me dis, oh là là, mais comment je vais faire quand je serai trop vieille et que je pourrai plus courir ? N'y pense pas.
La course à pied, tu prends plaisir à la pratiquer à la fois seule et collectivement. Est-ce qu'il y a cette idée de partage qui est très présente et qu'on apprécie notamment beaucoup dans les courses, mais est-ce que tu as aussi besoin de moments où tu te retrouves seul face à toi-même pour courir pour toi, que ce soit en entraînement ou dans des logiques de compétition? Est-ce que tu as besoin des deux? Oui. Alors après, en compétition, alors c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un compagnon qui court beaucoup, et d'ailleurs c'est grâce à lui que j'ai beaucoup progressé. Il m'a beaucoup accompagnée. Sans lui, j'aurais jamais réussi à être finisher de marathon. Là, il y a le côté en course collective, le côté émulation, notamment quand on va faire du fractionné autour du stade, ou qu'on va faire des côtes. On veut pas lâcher et on suit le groupe. Et moi, j'aime bien aussi aller courir seule dans la campagne. J'ai la chance d'habiter à 3 km du vignoble de Grave à Bordeaux. Et donc le week-end, je pars toute seule dans la campagne. Je me fixe mon objectif et ça me fait beaucoup de bien aussi. Donc c'est un équilibre entre la course individuelle, la course avec mon compagnon aussi, et puis la course en collectif. Voilà. Les courses, au-delà de l'accomplissement qu'elles peuvent procurer, elles sont aussi un moyen pour toi de te donner un cadre et une indispensable structure et de te garantir un bon équilibre de vie. Il y a vraiment cette logique-là aussi d'avoir un rôle très structurant, d'équilibrer ta vie. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai un travail dans lequel je suis engagée à 150%. Je travaille beaucoup. C'est très prenant. Et le fait de me fixer des objectifs en termes de course, ça me force à intégrer la course à pied dans mon quotidien. Parce que sinon, je ferai jamais rien. Donc, et ça fait partie de l'équilibre. Donc, c'est vrai que je l'ai inscrit dans mon agenda. Je me suis forcée à l'inscrire dans mon agenda. C'est la seule façon que tu puisses t'accorder ce temps-là. Je me suis fixé des plages. Alors, j'ai un club où on peut aller courir. Enfin, il y a des séances à 19h30 le soir. Donc, c'est intégrable dans un agenda. Donc, 2 fois par semaine, j'essaie d'intégrer ce temps-là dans mon agenda. Je dis pas que je le respecte toujours parce qu'il y a les déplacements, mais c'est aussi c'est une façon pour moi de me mettre des limites sur le temps consacré à la vie pro et d'essayer de trouver un équilibre. L'équilibre, il est indispensable à trouver si on veut tenir dans la durée, parce que le poste que j'occupe là, c'est aussi un marathon, donc il faut bien trouver cet équilibre et institutionnaliser ces temps. Voilà. Quels sont les principaux critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer? C'est l'occasion d'aller découvrir un endroit que tu connais pas. Ça va être le format de la course en lui-même qui va être déterminant. C'est un projet collectif à plusieurs. Qu'est-ce qui va guider un peu la façon dont tu définis tes objectifs? Oui, alors déjà, effectivement, comme on fait partie d'un club, on a les courses, on a le programme de toutes les courses auxquelles le club participe, donc on a le choix. Moi, après, dans mes choix actuels, je vais plutôt sur du semi-marathon parce que c'est ce que j'aime en ce moment et que, on en reparlera, mais le marathon, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a beaucoup de trail aussi au niveau du club, mais je suis pas une fan du trail, même si c'est chouette parce qu'on découvre des jolis paysages. Donc voilà, moi c'est la distance, j'aime bien le semi-marathon. Et après, le choix des destinations, oui, c'est dans des destinations sympas qui permettent de découvrir et d'avoir le plaisir de courir dans un joli endroit. Donc le dernier que j'ai fait, c'est le semi de Biarritz. Semi-marathon de Biarritz. C'était une première, je crois, non? C'était une première et c'était vraiment un très beau marathon, alors avec 400 du dénivelé, c'est ça, la petite surprise. C'était top. Dur, mais top. Et puis là, le prochain, ça sera celui de Saint-Sébastien, BOB Saint-Sébastien. Donc voilà, c'est aussi découvrir la région. On a de quoi faire autour de Bordeaux. En plus, pour moi, c'est une nouvelle région. J'avais fait un peu le tour des courses dans mon ancienne région, puisque je suis tourangeaise, j'arrive de Touraine, mais là, c'est la découverte. Les marathons, c'est vrai, quand j'ai fait des marathons, c'était découvrir des villes. J'ai eu la chance de faire New York. C'est le plus beau marathon du monde, il paraît. En tout cas, c'était pour moi le plus beau de tous les marathons. Il fait envie, c'est voilà, vrai. Ouais. Tu as de la chance. Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu penses être tes points forts et puis les zones qui sont plus délicates pour toi dans ta pratique du sport? Est-ce que, à la fois d'un point de vue mental, d'un point de vue physique, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu te sens à ta main et puis des choses qui sont plus compliquées pour toi ou des séances qui sont plus complexes pour toi à travailler? Oui, alors moi je suis plutôt sur l'endurance. Je cours pas très vite en fait, pourtant je cours depuis 2004, donc ça fait 18 ans que je cours. Mais tu cours longtemps. Mais je cours longtemps. Donc ce qui est plus compliqué pour moi à gérer, c'est les séances de fractionnés. Parce que j'en fais pas assez non plus. Et pour autant, c'est avec ces séances-là qu'on progresse le plus. Donc voilà, donc je cours pas très vite. Et après, ce qui m'embête aussi, c'est que ce qui me gêne dans la pratique du trail, c'est que je suis trouillarde dans les descentes, donc c'est compliqué. On est beaucoup à l'être. Voilà. Donc dans les montées, c'est un peu compliqué, on peut pas trop courir, et dans les descentes, j'ai du mal à récupérer le temps. Il y a un petit verrou psychologique à faire sauter, je pense, dans les descentes. Voilà, j'ai un peu peur de tomber. Donc et là, d'ailleurs, j'ai très bien vécu le semi de Biarritz parce que dans les montées, il y avait des très grosses montées, donc très vite, je me suis dit que ça servait à rien que je cours parce que j'allais plus vite en marchant. Et comme je m'épuisais pas, je pouvais récupérer dans les descentes parce qu'on était sur du bitume. Et du coup, j'ai bien géré comme ça. Sur le trail, c'est plus compliqué parce qu'il y a des cailloux, parce que là, c'est plus pentu. Donc voilà. Si on reprend un peu le fil de ta vie, tu as connu en 2010 deux grands bouleversements. Est-ce que tu pourrais nous en parler puis nous expliquer quel rôle a pu jouer la course à pied en cette difficile et délicate période pour toi ? Et oui, en 2010, effectivement, j'ai vécu une période difficile puisque au même moment, j'ai vécu une séparation avec le papa de mes 3 enfants et assez brutale. Et dans le même temps, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Alors c'était un cancer qui n'était pas très avancé, mais qui a nécessité malgré tout un traitement. Donc c'est vrai que j'étais pas au mieux de ma forme, on va dire, à cette période-là. Et ça a été un vrai tournant. Le sport a été salvateur. Je me suis mise à une pratique beaucoup plus régulière. Voilà, il y a des soirs où je rentrais, où je me sentais pas capable d'affronter mes enfants, et j'allais courir 1 heure et je revenais et ça allait. Donc voilà, et puis une vraie prise de conscience déjà qu'il fallait que je prenne ma vie en main et je suis allée un peu plus loin dans le dépassement de soi, et le sport m'a aidée à ça, à prendre aussi confiance en moi, à me prouver que je pouvais faire des choses. Voilà. Puis après, j'ai rencontré un sportif, et donc là, ça a été aussi le déclic. L'accélérateur voilà, aussi l'accélérateur. Sur ça. Tu nous l'as dit, tu as rejoint Harmonie Mutuelle. Donc, c'était pas Harmonie Mutuelle, c'est ça, il y a 15 ans le nom, c'est ça, Harmonie Non, Mutualité. c'était Harmonie Mutualité, c'est devenu Harmonie Mutuelle en 2012. Donc, tu as pas mal évolué jusqu'au poste qui est aujourd'hui, qui est directrice régionale Nouvelle-Aquitaine. Tu as largement contribué au déploiement de l'activité sportive en entreprise au sein d'Harmonie Mutuelle, et également œuvré pour que Harmonie Mutuelle se positionne plus particulièrement sur le running et devenir un partenaire clé du running en France. Est-ce que tu peux nous dire ce que sont selon toi les vertus du sport en entreprise, quels bénéfices et intérêts toi tu y vois, et puis les raisons plus spécifiques peut-être de l'engagement aussi d'Harmonie Mutuelle sur la course à pied? Alors oui, le sport en entreprise, on y retrouve les mêmes bénéfices que pour le sport individuel, mais c'est vrai que pour Harmonie Mutuelle, c'était une évidence, puisqu'on est un acteur de santé, avec une démarche prévention très volontariste, parce que l'objectif, c'est quand même bien d'agir en amont, notamment sur la prévention primaire, pour éviter que les problématiques de santé surviennent. Donc il y a cet enjeu de santé publique. Voilà, on dit... c'est notre directrice générale, Catherine Touvray, qui dit souvent que sitting is the new smoking. C'est un vrai enjeu de santé publique, la sédentarité. Donc, aider les collaborateurs à bouger pour qu'ils soient en meilleure santé. Et il y a un deuxième enjeu, beaucoup plus lié aux enjeux RH, parce que le sport, on a dit que c'était un vecteur de lien social. Donc, en interne, en entreprise, ça fonctionne aussi. C'est créateur de liens, ça permet de fédérer les équipes. Le fait aussi de proposer du sport en entreprise,
ça vient servir la marque employeur et dans le moment, dans le contexte où c'est quand même compliqué à la fois de fidéliser les collaborateurs et d'attirer des talents. Un sujet d'attractivité. Voilà, il y a un sujet d'attractivité. Donc il y a vraiment ces deux axes-là, enjeu de santé et enjeu de cohésion d'équipe qui sert les enjeux RH de l'entreprise. Et donc sa performance. Et le running, il y a une raison particulière Alors le running, les raisons particulières, c'est qu'on était déjà beaucoup positionné sur beaucoup de courses à pied, puisque Harmonie Mutuelle soutient plus de 2000 événements au niveau national, à la fois avec des partenariats menés sur les territoires via nos élus, mais avec des partenariats aussi un peu plus importants qui étaient portés par la communication. Alors, je ne l'ai pas dit, mais avant d'être directrice régionale, j'étais responsable de la communication. J'ai un parcours, je suis formée en communication et j'ai un parcours dans la communication. Donc, j'ai porté ces sujets-là. Moi, en tant que responsable communication, j'ai mis en place des partenariats sportifs. Et c'est vrai qu'on était beaucoup sur le running parce que en lien aussi avec nos valeurs d'inclusion, accès au sport pour tous. Le running, c'est un sport que tout le monde peut pratiquer, qui nécessite pas des investissements démentiels. Enfin, voilà, il suffit d'une paire de baskets, un short et un t-shirt, tout le monde peut courir. Donc, il y avait vraiment cette dimension sport pour tous, inclusive. C'est vrai que je vous disais, moi, quand j'ai commencé à courir, j'étais maman de 3 enfants, j'avais pas le temps de faire du sport. Pourquoi la course à pied ? Parce que si je partais courir une demi-heure, ça ne me prenait qu'une demi-heure sur mon emploi du temps, donc beaucoup moins de temps que d'aller dans une salle ou à la piscine. Donc voilà. Donc on était, on a fait ce choix-là. Puis il y a eu aussi des opportunités qui se sont présentées. Notamment avec le Summit de Paris, parce que on était partenaire du Summit de Paris, qui était à l'époque le Fitbit Summit de Paris, et à un moment où il y a eu un changement le Fitbit s'est retiré du partenariat naming, ASO nous a proposé de nous positionner. Et c'est vrai que j'ai porté le sujet au niveau de la direction communication nationale et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que ça avait tout son sens qu'on se positionne de façon très, très affichée sur le running. On voulait aussi, puisqu'on était présent sur plusieurs sports, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on soit plus visible sur un sport sur lequel on allait communiquer plus largement. Donc on est devenu partenaire running ASO notamment, mais on est sur les Running Lyon, Running Marseille, Running Mont-Saint-Michel, mais on a aussi plein d'autres partenariats sur des courses. On est beaucoup présent aussi sur les courses roses. On a un partenariat avec Odyssea, donc voilà. Un vrai engagement. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction, Magali. On va passer désormais à notre séquence qui s'appelle la basket chinoise, sans trop de raison, puisque c'est aujourd'hui plutôt un format de questionnaire de Proust, mais j'ai gardé le nom historique de la basket chinoise qui reviendra peut-être sous d'autres formes. La première question de cette basket chinoise pour toi, Magali, quel est le talent ou le don que tu aimerais le plus avoir ? Alors, on a toujours envie d'avoir ce qu'on n'a pas. Donc, moi, il y a un don que j'aimerais avoir, c'est un don artistique et j'en ai pas du tout. Donc, dans la musique, voilà. Dans la peinture. Voilà, dans la musique, j'aurais bien aimé avoir un don artistique dans la musique. J'ai pas du tout l'oreille musicale et voilà, ça me désole. mais j'en ai pas non plus dans la peinture. Je sais pas dessiner. Enfin voilà, j'ai aucun don artistique. C'est une catastrophe. Mais t'as une sensibilité j'aime beaucoup la musique. J'écoute tout le temps de la musique, mais voilà, de là à en faire, non. Peut-être qu'il aurait fallu que j'apprenne aussi à en faire. J'ai pas eu la chance d'apprendre. Mais ce qui me console, c'est que j'ai une fille qui est très douée, qui a de nombreux dons artistiques. Donc voilà. C'est pas moi qui lui ai transmis, mais au moins il y a des personnes qui sont artistes dans la famille. Deuxième question de cette basket chinoise, une erreur ou un imprévu de la vie qui t'a fait avancer ? En fait, je vais reprendre l'épisode 2010. C'est vraiment, ça a été vraiment un bouleversement dans ma vie qui a mis à mal un certain nombre de certitudes, de croyances et qui a vraiment changé le cours de ma vie. Voilà,
J'ai vraiment, à partir de ce moment-là, osé. Je suis devenue aussi profondément optimiste parce que finalement, voilà, à un moment donné où j'avais l'impression que tout s'écroulait. Quand je regarde maintenant ce qui s'est passé depuis ces dernières années, mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà, et donc c'est ma devise, c'est vraiment c'est la fameuse citation de Churchill, c'est de voir en chaque contrainte une opportunité. Et c'est ce qui me guide maintenant au quotidien et notamment dans le travail. C'était pas ta nature? Enfin, pas autant que ça? Non, en tout cas, c'était avant. pas dans ma nature. Je voyais pas forcément toujours le verre à moitié plein. Et maintenant, je le vois toujours à moitié plein. Cette période délicate, elle a duré combien de temps? Ça a été 6 bons mois. 6 bons mois, voilà. Derrière toi. Voilà. Et je suis très fière d'avoir passé cette période comme je l'ai passée. Dernière question de cette basket chinoise. Quel est l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté? Alors, il n'y a rien qui me rendra plus fière que mes 3 magnifiques enfants. Voilà, ça peut paraître bateau, mais c'est la réalité. Voilà. Après, pour revenir sur le sujet du sport, je suis quand même très fière de pouvoir dire que je suis quadruple marathonienne, voilà, que j'ai fini, je suis finisher de 4 marathons. Et le premier marathon que j'ai fini, c'était le marathon du Médoc. Voilà, le souvenir de passer ce tapis rouge et de franchir la ligne d'arrivée après 5h30 de souffrance, quand même, ça reste gravé dans ma mémoire. Et du coup, j'ai eu à ce moment-là le statut de marathonienne et c'est quand même une fierté. C'est une fierté qui est fondamentalement pour toi, ou est-ce que ça peut aussi jouer par rapport à ce que ça peut véhiculer auprès des autres? Est-ce que c'est vraiment un truc qui est lié à toi et ton accomplissement personnel et ta réalisation? Cette satisfaction, elle vient de ça, surtout? Oui, alors c'est plus par rapport à moi, parce que franchement, si on m'avait dit un jour que je ferais un marathon, je me serais dit non, c'est pas possible. Donc voilà, c'est une fierté par rapport à moi. Puis c'est vrai que quand on dit qu'on est marathonien, même dans le regard des autres, c'est ah bon? Enfin, il y a de l'étonnement, de la surprise, et puis de l'admiration quand même, parce que c'est vrai que parcourir 42 km, c'est pas simple. Le premier marathon que j'ai fait, j'en parlais à un copain de travail qui m'avait dit même en taxi, je les ferais pas les 42 km. Quand je lui montrais le parcours, c'était le marathon de Paris, il m'avait dit même en taxi, je les ferais pas. Ah ouais, non, mais c'est quand même une épreuve. Mais voilà, de se dire qu'on peut le faire, c'est chouette. Tout le monde peut le faire, il faut se préparer par contre. Il faut se donner les moyens, c'est la même chose. Et y croire, avoir voilà, envie et y croire. Voilà. Merci Magali, on va maintenant parler de ta course épique, la première d'entre elles en tout cas, le marathon de Tours. Je vais planter le décor donc de cette course épique à laquelle tu as préparé en 2014 le marathon de Tours, qui était la première édition de ce marathon. Ce marathon, il est labellisé FFA, il propose un parcours roulant à la fois urbain, en nature et culturel. Et on part donc à la découverte du patrimoine historique de Tours. Je crois qu'il est très chargé, le patrimoine historique de Tours, qu'il y a beaucoup de choses à y voir. On passe le long du Cher, qui est un des passages marquants du marathon, et il y a un retour, une longue ligne droite, je crois, qui peut paraître interminable, je pense, pour bon nombre de coureurs. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une grosse ambiance avec des musiciens et des groupes qui sont placés tous les 5 km. Donc voilà, ça crée une ambiance très festive autour de ce marathon. Il y a plus de 800 bénévoles aussi qui sont là pour encadrer et faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Voilà, c'est une ambiance festive, mais c'est une course qui est très exigeante par nature. On a parfois tendance à l'oublier ou à banaliser le marathon, mais il faut certainement pas le faire. Et puis l'histoire que tu vas nous raconter aujourd'hui nous ramène aussi à cette réalité-là. Pour les participants qui s'inscrivent dans une démarche de performance sur ce marathon de Tours, le parcours de ce marathon se veut être plat et donc propice à des chronos intéressants avec seulement 56 mètres de dénivelé positif sur l'ensemble du parcours. Voilà en quelques mots ce qu'il faut savoir de ta course épique sur ce marathon de Tours 2014. Avant qu'on plonge vraiment dedans, il y a un passage redouté et redoutable de cet épisode, c'est la question qui pique de course épique, une question très gentiment piège que je pose à mes invités. Il n'y a que de la bienveillance, tu le sais Magali. tout se passera très bien. Elle va être consacrée donc aujourd'hui à la distance qui est objet de toutes les attentions de notre épisode aujourd'hui, à savoir le marathon. Je te propose d'embarquer avec moi donc dans une DeLorean et de remonter le temps jusqu'en 1908 et de prendre plus particulièrement la direction des Jeux Olympiques de Londres de l'époque. Cette année-là, le coureur sud-africain Charles Efron participe à l'épreuve du marathon et occupe la première place de la course à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Il va alors accepter quelque chose qui lui sera tendu par un spectateur et qui va avoir pour conséquence de lui coûter la victoire finale. Est-ce que tu as une idée de ce qui a pu lui être tendu? Absolument pas. Un bouquet de fleurs?
Non. On a un peu essayé de le pervertir. Il s'est un peu emballé. C'était Londres. Ouais, c'était Londres. Une bière. Presque. Un peu Un plus whisky. chic. Du champagne. Du champagne. Ouais, une coupe de champagne. Et donc, notre bon Charles, il s'est cru un peu trop beau et prématurément vainqueur de la course. Et donc, il a accepté cette coupe de champagne qui a eu pour effet de provoquer d'horribles crampes d'estomac et de le faire vomir. Il est donc dépassé alors par Dorando Pietri, qui est un coureur italien. Sauf que ce bon Dorando a pris la piste dans le mauvais sens. Donc, ensuite, il est revenu. Il a commencé à se sentir mal. Il s'est fait porter par des gens de l'encadrement. Et finalement, il a été disqualifié. Donc voilà, tout ça fait un chambardement pas possible, ce qui fait que notre coureur sud-africain Charles a fini 2e de l'épreuve, la faute à cette coupe de champagne. Donc voilà, alcool et sport ne font pas forcément bon ménage, ça on le savait. Désolé Magali, c'était pas très simple. Et puis on peut dire que pour le coureur, c'était plutôt la coupe qui a été épique plutôt que la course. En l'occurrence, cette coupe de champagne valait peut-être mieux s'abstenir. Allez, ça en est fini de notre question qui pique. On va parler maintenant de ton marathon de Tours 2014. Est-ce que tu peux nous raconter, pour commencer, comment s'est présentée à toi cette opportunité ou comment tu as choisi de poser ton regard sur cette course-là, à ce moment-là ? Oui, alors j'ai choisi de courir ce marathon parce qu'on était partenaires, en fait. Alors on était partenaires historiques des 10 et 20 km de Tours. Et donc c'était la première année où le marathon était créé. Donc je m'entendais très bien aussi avec l'organisateur du marathon, qui est le quotidien, le titre de presse quotidienne régionale, La Nouvelle République. Et donc, on s'est positionné sur le marathon en lien aussi avec notre volonté de se positionner, comme on l'a dit tout à l'heure, de façon forte sur le running. Et sur chaque course qu'on sponsorise, enfin, j'ai commencé à mettre ça en place en fait quand je suis arrivée sur le poste de responsable communication, de mettre en place des équipes de collaborateurs, d'offrir des dossards aux collaborateurs, aux élus, pour pouvoir courir la course, voilà, participer au cœur de l'événement. Donc, je me suis dit, j'avais déjà fait 3 marathons. J'avais fait New York en 2013. Donc, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse le marathon de Tours. C'est le premier, c'est ma ville de naissance, d'origine. Je fais le marathon de Tours. Donc, voilà comment je suis arrivée à ce choix. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que je me suis mise un objectif. Parce qu'à chaque marathon, je progressais, donc là, j'avais fait en 2013 New York en 4h15. Et donc là, l'objectif, c'était de faire Tours en 4h. Voilà, c'était très ambitieux. L'histoire va nous raconter comment ça s'est passé. Est-ce que pour toi, cette distance-là, tu l'avais expérimentée donc 3 fois précédemment. Est-ce que c'est à chaque fois aussi intimidant, enfin aussi impressionnant comme perspective de te lancer sur un marathon, ou tu t'es fort de l'expérience et de tes réussites précédentes sur la distance, tu t'arrivais à finalement te dire que c'était accessible pour prendre avec un peu plus de relâchement en tout cas cette épreuve? Non, j'ai jamais pris la préparation d'un marathon avec relâchement parce que... Alors, le premier, je l'ai fait, c'était le marathon du Médoc. J'étais déguisée, je me suis laissée entraîner par des amis, déguisée, pas vraiment préparée. Et là, je l'ai fini en 5h30. Mais ça a été compliqué et j'ai compris qu'on ne pouvait pas faire un marathon sans s'entraîner. Donc après, le deuxième, je me suis beaucoup mieux entraînée. J'ai gagné, c'était au Cap Ferret, toujours dans la belle région Nouvelle-Aquitaine, même si à l'époque, j'étais pas bordelaise. Et j'ai gagné 1 heure, voilà, j'ai réussi à le boucler en 4h30 avec la préparation. Donc à chaque fois, c'est au moins 3 mois de préparation. À 4 séances par semaine. Donc, c'est quand même du stress parce que quand on arrive au jour du marathon, c'est tellement entraîné qu'on se dit il faut y arriver. Et puis, c'est vrai que sur le marathon, contrairement à un trail, on se met un objectif de temps. C'est ce qui est compliqué. Sur un trail, on se dit il faut qu'on finisse sur un marathon. Enfin, moi, sur un marathon, je me donne un objectif de temps. Donc, il y avait du stress. Voilà. Et puis là, il y avait la particularité que j'étais partenaire. Et donc, un petit peu plus de stress encore. Et puis, j'avais passé les 2 jours précédents sur le stand, puisqu'on avait un stand Harmonie Mutuelle pour accueillir les visiteurs avec des animations. Donc, j'ai passé tout le samedi debout sur le stand. Enfin, je n'étais pas dans les meilleures conditions non plus pour courir sereinement le marathon le lendemain. Cette phase de préparation, est-ce que tu arrives à être très constante dans la gestion de ton engagement ? Est-ce que c'est
compliqué pour toi? Est-ce que tu es parfois un peu inconstante dans ton envie ou est-ce que tu arrives à garder le cap et quand il y a ce point à l'horizon, il n'y a rien qui te fera te détourner du chemin? Non, je suis très constante, mais ça, c'est ma nature. Quand j'ai un objectif, je suis très orientée résultat, donc quand j'ai un objectif, voilà, j'essaie toujours de me donner les moyens d'atteindre mon objectif. Donc là, si je décide de faire un entraînement de 3 mois avec 4 séances par semaine, je vais les faire. Parce qu'en plus, si je ne les fais pas, je vais être trop stressée en me disant que je n'ai pas mis tous les moyens en œuvre pour pouvoir y arriver. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je me mets des objectifs parce que dès que j'ai plus d'objectifs, le relâchement peut vite arriver. Est-ce qu'il y a des sacrifices qui sont plus difficiles à faire que d'autres sur cette phase de préparation? Oui, le régime alimentaire. Voilà, c'est plus compliqué sur le régime alimentaire parce que je suis gourmande. Est-ce que ces grands rendez-vous-là, dans les semaines qui précèdent, ils t'occupent pleinement l'esprit? Est-ce que c'est quelque chose tu vis marathon à plein de moments de la journée? C'est quelque chose qui t'obsède? Alors, ça m'occupe l'esprit, mais ça m'obsède pas non plus. Enfin, il y a une vie à côté, voilà. Et heureusement. Mais c'est vrai que ça fait partie intégrante du quotidien, parce que quand on a 4 séances à caler dans la semaine, il faut faire le planning, il faut savoir dimanche soir quand est-ce qu'on va aller courir dans la semaine, quelle séance on va faire, du long, du fractionné, à quelle heure on va aller courir. J'ai fait pas mal de marathons où il fallait s'entraîner l'été. Donc ça veut dire caler ça aussi dans les vacances. En plus, moi j'aime bien aller en vacances dans le sud. Donc j'ai fait des entraînements marathon en Italie, en Corse. Donc il fallait partir très tôt le matin. Donc il faut aussi beaucoup de volonté. Il faut beaucoup de volonté. Donc oui, ça occupe bien l'esprit. Et puis c'est vrai que je vous dis que j'avais un compagnon coureur, donc on les faisait à 2 les marathons, donc on s'entraînait tous les 2, donc c'est vrai que ça nous occupait bien nos sujets de conversation. Dans quel état d'esprit, dans quelle disposition physique tu te sens à l'issue de cette phase de préparation? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait? Oui. Ouais, à chaque fois, même pour Tours, j'avais vraiment fait ce qu'il fallait et c'est pour ça que ça a été d'autant plus compliqué. Oui. Les 2 journées qui précèdent la course se passent dans des conditions très agréables, mais effectivement peut-être pas idéales en vue de la course qui t'attend le lendemain. Comment est-ce que tu gères toi habituellement les veilles de course, les nuits qui précèdent la course? Est-ce que c'est une source de nervosité très particulière? Est-ce que tu arrives à trouver le sommeil sereinement ou est-ce que ça quand même te grignote un petit peu l'esprit? Oui, non, généralement je dors pas très bien parce que je me dis qu'il faut que je dorme bien et donc forcément je dors pas très bien. Il y a quand même du stress, de l'excitation, donc les nuits avant course sont généralement un peu compliquées. Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes particulièrement sur cette course-là? C'est de finir. Et puis je sais que quand on fait un marathon, comme c'est mon 4e, je sais que la barrière du 30e, elle est terrible. Donc voilà, c'est finir. Là, sur celui-ci, j'avais l'objectif temps. Donc je savais qu'il fallait que je sois à une allure de 5 minutes 30 au kilomètre régulière. Donc c'était quand même ambitieux. Il y a la météo qui mettait son petit piment aussi. Il faisait très très chaud. Donc voilà, et je savais aussi que j'étais pas dans les meilleures conditions au regard des 2 jours passés sur le stand. Donc c'est vrai que le marathon de Tours, je l'ai appréhendé avec encore plus de stress, je pense, que les autres marathons. Puis il y avait tous les gens que je connaissais. Quand j'ai fait les marathons dans les autres villes, je connaissais pas les spectateurs. Là, il y avait tous les gens que je connaissais qui me disaient on t'attend sur la ligne d'arrivée. Donc certainement que je me suis mise encore plus de pression moi-même. Ton début de course, il se passe plutôt bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier semi et tes sensations sur ce début de course? Est-ce que tu arrives à tenir la cadence? Est-ce que tu es dans les bonnes dispositions? Oui, le début de course, les premiers 20 km sont très bien passés. Le parcours très chouette sur le long du Cher, au semi, on arrive au château de Villandry avec énormément d'ambiance, des groupes musicaux et j'étais sur une allure de 5 minutes 30 au 1000, donc vraiment super, tout se passait dans les meilleures conditions. Jusqu'à ce que tu traverses le Cher et que tu fasses ce demi-tour et donc cette longue ligne droite et ce long chemin retour. Donc un peu après avoir passé le 20e kilomètre, la course prend une autre tournure pour toi?
Voilà, j'ai commencé à me sentir pas bien, on va dire à peu près au 25e. Il faisait très très chaud et là, j'ai commencé à avoir des problèmes de vomissement, donc à ne plus pouvoir m'hydrater. Dès que je buvais, voilà, j'avais... Ton corps n'en voulait pas. Voilà, et mon corps le rejetait, donc... ça a été très, très compliqué. Sur 10 km, j'ai essayé de tenir sur 10 km dans ces conditions-là. C'était une première, ces symptômes-là ? Oui, c'était une première. Oui, c'était une première. Donc voilà. Et bon, après, je suis passée à 6 minutes au kilomètre, 7 minutes. Et là, en plus, je pense qu'à un moment, j'ai lâché psychologiquement. Parce que je voyais que, comme j'avais mis la pression sur le temps, je voyais que je m'éloignais de mon objectif de 4 heures. Donc, je pense qu'il y a eu aussi le mental qui a un peu lâché à un moment donné. Du découragement, enfin de la déception, en fait, de se dire que quoi qu'il se passe, tu pourras pas atteindre ton objectif. Que j'allais, ça y est, c'était raté pour mon objectif. Mais malgré tout, je voulais pas lâcher parce que voilà, je suis aussi très persévérante et très orientée résultat. Donc c'est quoi ce qui te fait tenir ? Il y a des choses, tu as des clés particulières psychologiques dans ce moment-là ? Tu penses aux enfants, tu penses... Oui, je me disais qu'il y avait des gens qui m'attendaient sur la ligne d'arrivée. Il y avait notamment Christophe Chinette, le président du comité d'organisation que je connais très bien, qui est un ami qui m'a dit « Je t'attends, je te mets la médaille autour du cou ». Donc, je me raccrochais à ça. Et puis, à un moment, mais c'est pas moi qui ai pris la décision, en fait, d'arrêter au 35e kilomètre. Donc très très dur parce qu'il n'y avait plus que 7 km, mais il y avait encore, ça pouvait être encore long vu l'état dans lequel j'étais. Donc là tu t'es fait arrêter de force. Voilà, c'est mon compagnon qui m'a mise de force dans le véhicule de secours. C'est une décision que tu n'aurais pas pu prendre, ou tu n'avais pas la lucidité pour la prendre, ou est-ce que tu n'avais pas envie de la prendre ? Non, je pense que je l'aurais pas prise seule. Après, je pense que je serais allée au bout, mais certainement qu'à un moment, je me serais écroulée. Parce que je n'étais pas capable de faire 7 km de plus. Mais je pense que non, j'avais plus la lucidité. J'avais qu'un objectif, c'était de finir. Je me disais que c'était pas possible de m'être entraînée 3 mois, 4 fois par semaine pour pas finir. Donc voilà. Mais c'était très très dur. Ça a été très très dur. C'est de la déception, c'est de la colère sur la situation. Oui, de la déception. Ouais, vraiment de la déception. Le sentiment, voilà, un petit peu de culpabilité. Tu remets en cause des choses que tu as pu faire ? Est-ce que tu questionnes la préparation, la gestion de ton début de course ou est-ce que tu dis que c'est la faute, t'as pas de chance ? Oui, je me suis dit que l'objectif des 4 km, des 4 heures était trop ambitieux. Passer de 4h15 à 4 heures, c'était trop ambitieux et que de courir une longue distance à 5 minutes 30 au kilomètre, c'était trop pour moi. Donc j'aurais mieux fait de partir plus doucement. Mais voilà, après, c'était normal de tenter aussi. Est-ce que tu arrives quand même à dire que c'était la bonne décision, ou est-ce que la désillusion à ce moment-là, en tout cas à chaud, elle est trop grande ? Après, sur le coup, j'arrivais pas à me le dire, mais d'un autre côté... ce que je disais là, je pense qu'avec le recul, je me serais écroulée de toute façon avant d'arriver. Donc, faut pas non plus mettre sa vie en danger. Mais voilà, j'ai quand même... je ne pouvais pas accepter... la déception était trop grande pour que j'accepte d'en rester là. Donc, l'art du rebond, très vite. Voilà, donc l'art du rebond, effectivement. Donc, j'ai quand même... beaucoup pleuré. Et le lendemain, le lundi, je me suis dit non mais c'est pas possible, je me suis entraînée, je dois, avec l'entraînement que j'ai fait, je dois être en capacité de finir un marathon. Et donc j'ai regardé quel était le premier marathon en France qui arrivait, et c'était Lyon, le Running Lyon, qui arrivait 2 semaines après. Le 5 octobre, le marathon tour c'était le 21 septembre. Et donc là j'ai pris la décision de nous inscrire tous les deux, mon compagnon et moi, sur le marathon de Lyon. Donc mon compagnon était en déplacement, il est rentré le mardi je crois, et je lui ai dit ça y est, je me suis inscrit sur le marathon de Lyon. Donc lui il avait fini son marathon, mais bon voilà. Et donc on est reparti sur Lyon courir le marathon 2 semaines après avoir fait Tours, alors moi partiellement, 35 km, et mon compagnon, lui, il avait franchi la ligne d'arrivée.
C'est quoi la quête que tu cherches à accomplir à ce moment-là? Est-ce que c'est atteindre cet objectif de temps? Est-ce que c'est plutôt effacer cette désillusion que tu as connue à Tours? Oui, c'était ne pas rester sur un échec. Ça vaut aussi dans la vie personnelle, professionnelle. Donc, le fait de se dire que voilà, on n'a pas réussi à une fois, mais on a le droit de réessayer. Et puis voilà, d'avoir ce qui me motivait aussi, c'est de me dire je me suis entraînée, je suis prête, il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Donc là, il y avait les facteurs externes, et notamment il faisait vraiment très très chaud, qui sans doute avaient déclenché ces problématiques là que j'avais jamais ressenties auparavant. Et donc voilà, je sentais aussi au fond de moi que j'étais en capacité de le finir, le marathon. Donc je voulais aussi me prouver ça. 2 semaines, ça laisse le temps de se reconstruire un peu la confiance, de retrouver cet élan et de se dire que ça peut bien se passer, ou il y a quand même une part de doute un peu que tu te traînes forcément de cette expérience précédente? Non, mais là, je me suis dit que de toute façon, je ne pouvais pas échouer. Déjà, je partais en disant je vais finir, quoi qu'il arrive. Donc même si j'ai des problèmes, si j'ai les mêmes symptômes, je finis. Après, j'ai dû quand même faire un petit break d'1 semaine, parce que j'ai quand même fait 35 km. Donc, mais je pense que je suis même... si, j'ai dû recourir un petit peu la 2e semaine, mais léger, puisque voilà, on ne court pas beaucoup non plus la semaine qui précède le marathon. Mais de toute façon, j'avais déjà l'entraînement. Donc là, c'est l'état d'esprit en fait, finalement, que tu as ajusté, tu as gonflé en tout cas ta confiance et ta conviction qu'il n'y avait pas d'alternative. Et je suis partie là-bas en me disant, de toute façon, je le finis. Voilà. On est sur la ligne de départ à nouveau, cette fois à Lyon. Est-ce que malgré tout, les fantômes de Tours sont encore là, ou vraiment le sujet là, c'est ta course et c'est les 42 km qui sont devant toi? Forcément, l'expérience de Tours est encore bien présente à l'esprit. J'ai la crainte que les symptômes que j'ai expérimenté sur le marathon de Tours reviennent, puisque c'était la première fois, mais je ne savais pas trop pourquoi. Il faisait également très chaud. 15 jours après, il faisait toujours très chaud. Et donc, le départ se passe bien également. Et on a eu la chance qu'en fait, un orage se déclenche pendant le marathon. C'était ton idée. Voilà. Tu avais programmé. Et donc, à un moment donné, au 10e kilomètre, là, on a été arrosé par des trompes d'eau. Donc, ça a permis aussi de m'hydrater. Et parce que, malgré tout, donc, les 20 premiers kilomètres se sont à peu près bien passés, mais très vite, j'ai quand même commencé à ressentir une gêne gastrique, à l'instar de ce qui s'était passé sur le marathon de Tours. Est-ce que tu étais particulièrement en éveil justement sur ces signaux un peu faibles? Est-ce que tu étais dans l'interprétation, par la surinterprétation? Du coup, j'avais banni tous les gels, parce que j'avais pris sur Tours, j'avais des gels. Donc là, je m'étais dit, je ne vais pas prendre de gel. C'est peut-être ça qui m'a rendu malade. Donc là, je m'étais dit, pas de gel. Donc oui, j'étais quand même... c'était un sujet de stress. Enfin, j'étais vraiment... En veille par rapport à ça. Ça a pu altérer un peu ton simple plaisir de courir? Un petit peu, oui, un petit peu, oui, c'est vrai que j'ai pas pris. C'est vrai que sur cette course, j'ai pas pris énormément de plaisir parce que j'étais trop focusée sur le résultat, faut que je finisse. Ouais. Et alors le bon souvenir que je garde, c'est le franchissement de la ligne d'arrivée, parce que ça a encore été une fois très très compliqué. Un petit spoiler sur la fin de l'épisode. Oui, voilà, c'est ça. Mais non, ça a été très compliqué. Et ce qui a été compliqué, c'est que, mais il y a aussi le mental, là, c'est que on a donc le parcours, les premiers 20 km, en fait, on va vers le Mont d'Or, donc on part au nord. Le départ se fait place Bellecour, on va sur le nord vers le Mont d'Or, et ensuite on arrive au semi, et là, comme il y a plusieurs distances... Il y a les chanceux qui s'arrêtent. Voilà, il y a ceux qui sont partis pour le semi qui s'arrêtent, donc là il y a tous les amis, la famille qui les applaudissent, ils sont contents, délivrés, libérés. Et là, il faut, quand on fait le marathon, on bifurque sur la droite et on part vers le sud de Lyon, vers la Confiance. Il y a beaucoup, beaucoup moins de monde.
Et là, il faut trouver le mental pour se dire je n'ai fait que la moitié, il m'en reste autant. Et donc, une petite baisse de morale là, au niveau du semi pour trouver la motivation à continuer. T'étais tenté de changer de fil, de partir à gauche sur les arrivées. Non, parce que je m'étais dit que de toute façon, j'avais pas le choix, il fallait que je finisse. Il va sensiblement se passer la même chose que ce que tu avais connu à Tours au niveau du kilomètre 30. Il y a à nouveau des symptômes et des contraintes qui font que tu peux plus vraiment boire. Voilà. Donc le scénario se reproduit d'une certaine façon. Voilà, donc le syndrome se reproduit au 30e, 33e. 33e, ça a vraiment commencé à être très, très difficile. Jusqu'au 38e, en fait, où là, idem, je pouvais plus m'hydrater. Il faisait, même s'il avait plu, il faisait quand même assez lourd. On était aussi, alors pas dans une ligne droite, mais dans un endroit où il y avait très peu de monde, un peu seul, donc mentalement un peu compliqué. Ton compagnon est à tes côtés à ce moment-là ? Ah oui. Tout le temps. Sans lui, j'aurais pas fini. Sur les marathons, sans lui, c'est pas possible. Et donc voilà. Et puis après, j'ai eu un regain d'énergie au 39e, parce qu'on est revenu, en fait, on est remonté, on est arrivé sur le centre de Lyon. L'arrivée se faisait aussi place Bellecour. Il s'est mis à repleuvoir des cordes, un nouvel orage, donc ça m'a bien hydraté. Une bonne nouvelle. Voilà, en surface. Du coup, ça m'a hydraté. Il y avait un peu le traumatisme aussi de Tours qui était évacué, les kilomètres auxquels tu t'étais arrêté. Je pense que voilà, oui, tout à fait. J'avais passé le fameux 35e kilomètre, donc j'étais au 39e, je me suis dit, il me reste plus que 3 kilomètres. Et là, je suis repartie sur un rythme tout à fait correct. J'ai fini les 3 derniers kilomètres. C'était même mon compagnon qui était plus en difficulté et moi qui l'emmenais. Donc voilà, c'est là où on voit aussi l'intérêt d'être... de courir seul un marathon, c'est quand même très, très compliqué. On a besoin de soutien psychologique à un moment ou à un autre et on se soutient mutuellement. Donc là, ça a été les derniers kilomètres d'insouciance. En fait, c'est la première fois que sur cette course-là, que tu as pu profiter sans arrière-pensée. Voilà, c'était le plaisir. Le plaisir. Alors, il y a eu le plaisir au début de course, mais tant que ça allait très bien. Et puis, en plus, c'est vrai qu'au début de course, il y a beaucoup de monde. Il y a de l'émulation, il y a de l'animation. L'animation, c'est important. Pour moi, c'est très important. Et puis, la fin de course, là où je me suis dit, bon, c'est bon. Je vais le faire, ça va le faire. Tu boucles ce marathon de Lyon après 4h38 et 50 secondes d'effort. Quel est le sentiment qui prédomine alors ? C'est une pleine satisfaction, de la fierté ? Est-ce qu'il y a un petit arrière-goût de revanche qui traîne quand même quelque part dans ton esprit ? Ah oui, alors très satisfaite d'avoir fini parce que je partais avec cet objectif-là. Du coup, je m'étais plus mis d'objectif temps. Parce que c'est vrai que le temps... n'était pas extraordinaire par rapport à celui que j'avais fait sur le marathon de New York. Mais j'ai réussi à passer outre cette dimension temps. Et moi, ma plus grande satisfaction, c'était d'avoir fini. Et je m'étais prouvé que j'étais capable de finir. Et donc, j'avais optimisé l'entraînement. Parce que le fait d'avoir pas fini le marathon de Tours, j'ai l'impression d'avoir gâché finalement 3 mois de préparation pour rien. Alors que bon, voilà, mais c'était comme ça que tu les as mis à profit autrement finalement. C'est ça. Et donc une grande satisfaction. Je regardais justement hier chercher des photos parce que tu m'avais demandé des photos. J'ai retrouvé la photo de l'arrivée sous des trompes d'eau, mais avec mon visage rayonnant. Non mais c'est alors que j'avais été beau quand visage même de ligne d'arrivée. Ouais, c'est ça. Qu'on soit premier ou dernier finisher. Quels ont été pour toi les facteurs clés de ta réussite sur cette deuxième tentative ? C'est le mental qui a pris le dessus, principalement ? Ouais, c'est le mental complètement. C'est le fait de pas lâcher, d'aller dans le dépassement de soi plus. Après, je pense qu'il y a quand même eu le facteur externe, donc météo, qui m'a aidée. Je suis pas sûre que dans les mêmes conditions climatiques que sur le marathon de Tours, j'aurais pu finir.
Voilà. Bon, cette hydratation externe, ouais, finalement, voilà, c'est ça, parce que courir un marathon sans s'hydrater, c'est juste impossible. Donc voilà. Donc, et c'est pour ça que, du coup, ça m'a un peu... échaudé. Ça a été un coup d'arrêt, on va dire, sur la réinscription à d'autres marathons. J'en ai pas fait depuis. Alors, je m'étais inscrite au marathon de Paris. J'ai quand même un regret, c'est de ne pas avoir couru le marathon de Paris, quand même. J'ai fait New York, j'ai pas fait Paris. Donc, j'étais inscrite au marathon de Paris 2020. Malheureusement, il a été annulé. Et voilà. Je me dis que quand même, un jour, il va falloir que je fasse le marathon de Paris. Mais... Tu n'as pas complètement renoncé à cette perspective, j'ai l'impression. Non, pour l'instant, je suis sur des semis. Mais ouais, non, j'ai pas complètement renoncé, je dirais. Mais bon, il faut que je me dépêche parce que le temps passe. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères finalement que ce marathon de Tours, c'était une étape dans la réussite et la réalisation de finir un nouveau marathon pour toi? Est-ce que c'était finalement constitutif et que ça fait partie intégrante finalement de cette réussite qui a été de finir ton 4e marathon? Après, j'ai fait en tout 5 marathons. Donc, je ne sais pas si j'avais réussi Tours, est-ce que j'aurais fait un 5e marathon? Est-ce que j'en aurais fait plus? Parce que j'étais quand même bien partie pour en faire plusieurs. L'objectif, c'était qu'on aille faire Londres, Berlin. Donc, à la fois, ça m'a permis d'en finir un autre. Mais je pense que, comme les 2 derniers ont été vraiment très difficiles, ça a marqué un coup d'arrêt. Donc, j'ai quand même... j'ai quand même quelque part une petite frustration. Puis quand je dis que j'ai fait 5 marathons et que j'en ai fini 4, voilà, j'ai toujours quand même... c'est pour moi un échec, même si j'ai réussi 15 jours après l'exploit d'en faire un autre. Ouais, c'est quand même pour moi, ça reste quand même pour moi un échec. J'aurais bien aimé faire plus de marathons. C'est peut-être pas tout à fait fini, affaire à suivre. Habituellement, à ce moment-là de l'épisode, je demande une image à associer à la course épique que tu as vécue. Donc, à titre exceptionnel, je vais donc te demander 2 images. Est-ce qu'il y a une image que tu retiendrais de Tours et puis une image que tu retiendrais de ton marathon à Lyon? Alors, une image que je retiens à Tours, c'est quand j'ai croisé justement les organisateurs du marathon. Qui m'ont dit mais alors on t'a pas vu, et que je me suis vraiment effondrée en larmes. Donc c'était un moment d'émotion fort, et donc c'est qui illustre vraiment la déception que j'ai ressentie. Et puis celui de Lyon, c'est cette image dont j'ai parlé, l'arrivée sous des trompes d'eau avec mon compagnon. Avec ce sentiment de mission accomplie et de grande fierté d'avoir fini. Merci beaucoup Magali. On va parler un tout petit peu d'avenir maintenant. Donc tu nous as projeté sur ton prochain grand rendez-vous de l'automne, le semi-marathon de Saint-Sébastien, c'est ça? Oui, BOB Saint-Sébastien. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous qui sont calés dans ton agenda sur cette fin d'année ou au début d'année prochaine, ou est-ce que c'est étape par étape et au gré des opportunités? C'est étape par étape. Donc voilà, là j'ai la BOB. Je pense que après je referai certainement quelque chose au printemps. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir courir l'Harmonie Mutuelle Semi-Paris cette année parce que j'ai une fête familiale à laquelle je ne peux me soustraire. Mais je trouverai certainement un semi. Bon, je pense que le marathon n'est pas compatible, la préparation au marathon n'est pas compatible avec mes engagements professionnels du moment. Donc, je ne le mets pas en perspective pour l'instant. Un marathon, c'est un semi-marathon, voilà, c'est gérable. Après, peut-être un trail. Mais je voudrais peut-être essayer de refaire un peu de trail. Il y a l'embarras du choix sur la région, et voilà, on a des paysages magnifiques, magnifiques terrains de jeu pour aller faire du trail. Donc j'en ai déjà fait, donc je réessayerai peut-être quelques trails. Mais non, là c'est BOB Saint-Sébastien avec du dénivelé un peu moins qu'à Biarritz. Donc, ce que je veux, c'est bien me préparer cette fois.
Parce que Biarritz, je ne m'étais pas trop préparée quand même. Mais j'ai été contente de ce que j'ai fait, malgré le manque de préparation, pour peut-être essayer de faire un temps. À plus long terme, est-ce qu'il y a un défi sportif de tout ordre qui te tient à cœur ou peut-être un projet familial? Je ne sais pas si tu envisages de courir peut-être un jour avec tes enfants sur une course, sur des formats plus courts, de les amener sur ce terrain-là. Est-ce que tu nourris un rêve à plus long terme? Alors, j'aimerais bien que mes enfants courent, mais malheureusement... C'est plutôt la musique, c'est ça pour J'en ai un qui est sportif, qui fait du basket, qui essaie de courir de temps en temps, mais bon, c'est pas... Non, franchement... c'est pas son truc. Donc, j'ai arrêté de nourrir l'espoir de courir avec eux un jour. Et moi, exploit sportif, c'est ce que je disais. Je pense qu'il faut... vraiment, j'aimerais un jour réussir à faire le marathon de Paris. Donc voilà. Donc, il faut que j'arrive à me le mettre en perspective. Voilà. J'ai l'impression qu'il sera à Paris en 2024. Les JO, mais oui. C'est Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Magali, est-ce que tu aurais une citation, une devise qui t'est particulièrement chère, qui illustrerait ta façon d'appréhender la vie? Oui. Alors, ma devise, c'est « Tu es ta seule limite ». Voilà. Très bien. Et toi, tu les as fait sauter, tes limites à l'occasion de ce marathon. Alors, c'est à la fois les faire sauter, les repousser, mais aussi j'aime bien cette devise parce que ça va dans les deux sens. C'est parce que j'ai un petit peu de mal parfois à me mettre des limites et je pense que parfois il faut aussi se mettre des limites. Donc il faut savoir les tutoyer, les repousser parfois. Outre ces craintes, ces freins, lever les freins qu'on se met soi-même. Mais aussi parfois se mettre certaines limites. Donc c'est pour ça que c'est ma devise, c'est qu'elle vaut dans les deux sens. Merci beaucoup Magali, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous ton parcours de vie et la façon dont tu mènes de front ta vie de maman, ton accomplissement professionnel et puis ta réalisation sportive avec la course à pied qui est si indispensable à ton équilibre. Merci également d'être revenu avec beaucoup de sincérité sur ta double expérience sur marathon qui a été une étape très marquante de ta vie, on l'aura compris. Bravo encore à toi pour la résilience dont tu as fait preuve pour réaliser cet accomplissement d'être finisher de ce marathon de Lyon. Il me reste à te souhaiter beaucoup de bonheur et puis beaucoup d'accomplissement dans tout ce que la vie peut t'offrir pour les mois et années à venir. Voilà, un bel accomplissement personnel, professionnel, sportif. Et des belles vacances à court terme. Oui, merci beaucoup Guillaume, merci pour ton écoute et c'est un très bon moment partagé. Merci, plaisir partagé. À bientôt Magali. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment.